il y a énormément de journaux qui parlent de cette élection, mais il y a le b.a.-ba. Le b.a.-ba n'y est pas. C'est-à-dire, c'est qui, Madame Maia Sandu? Madame Maia Sandu, c'est une femme qui a 52 ans. Elle est née en mai 1972 et elle est née donc en URSS, dans la République socialiste soviétique de Moldavie, la capitale étant Chisinau. Et Madame Maia Sandu était née dans un milieu qui n'avait rien de politique, puisque sa mère, je crois, était prof de musique et son père était vétérinaire. Donc c'était une Moldave, un citoyen normal. Voilà. Elle a fait ses études et puis d'un seul coup, il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose de formidable dans sa vie, inouï. Elle a été repérée, alors Dieu sait par qui, je n'en sais rien, mais d'un seul coup, elle a obtenu une bourse pour aller aux États-Unis. Et pour aller à Harvard, à l'université de Harvard, qui est près de Boston, dans le Massachusetts, et pas rien, puisque elle s'est retrouvée dans ce qui s'appelle la John Fitzgerald Kennedy School of Government, c'est-à-dire une espèce d'école d'administration publique de l'université de Harvard. C'est un petit peu l'équivalent de l'ENA en France, c'est pour former des hauts fonctionnaires. Et s'agissant d'étrangers, pour essayer de promouvoir des cadres très 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 supérieurs dans un certain nombre de pays étrangers sur lesquels les États-Unis soit veulent prendre pied, soit qu'ils considèrent comme leur chasse gardée. Alors par quel mystère cette jeune femme, sans doute intelligente, mais pourquoi, par quel mystère elle a d'un seul coup, elle est passée directement de Chisinau, où elle faisait des études en fac, à la John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard, je ne suis pas en mesure de vous le dire, je n'ai pas eu le temps de trouver ces informations. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on les trouve. Quoi qu'il en soit, elle s'est donc retrouvée dans cette John Fitzgerald School of Government, qui n'est pas rien. Et il est toujours intéressant de savoir où est-ce que les gens ont été formés et de savoir quelles sont les bonnes fées qui se sont penchées sur leur berceau. Et je vais vous donner une liste de quelques personnes qui ont suivi le parcours de Madame Maia Sandu à la John Fitzgerald School of Government, pour que vous voyez un peu le genre, un peu ce qu'ils sont devenus ensuite. Je vais commencer par un pays qui est très très proche des États-Unis, il est même frontalier. Je veux parler du Mexique. Il se trouve que plusieurs présidents des États-Unis du Mexique, des États-Unis mexicains, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Estados Unidos de México, donc plusieurs présidents du Mexique ont été des anciens élèves de la John Fitzgerald School of Government, et je vais vous le dire rapidement qui ils étaient et ce qu'ils ont fait, et comment ils se sont rendus célèbres. C'est intéressant. Le premier d'entre eux s'appelait Miguel de la Madrid. C'était sous la présidence de Ronald Reagan, qui justement était un ancien de la John Fitzgerald Kennedy School of Government. Il faut comprendre que dans les années 70, il a été décidé que cette School of Government serait une espèce de fabrique de chefs d'État étrangers qui serait pro-américain. C'est exactement le même état d'esprit que la Georgetown University à Washington, qui fabrique également, qui vise à attirer à elle des futures élites de pays du monde entier pour les formater, pour qu'ils deviennent pro-américains et favorables au gouvernement des États-Unis, avec d'ailleurs un service après-vente, le service après-vente consistant à promouvoir leur élection par un jeu sur les médias locaux et avec également de l'argent qui y circule. C'est la même chose que la French American Foundation. Vous savez, je pense, tout ça depuis que vous me suivez. C'est-à-dire que les États-Unis se sont créés ainsi des systèmes parallèles. Italian American Foundation, dont était issue Madame Meloni, French American Foundation, dont sont issus plusieurs présidents de la République française et un certain nombre de dirigeants français. Il y a également donc la John Fitzgerald School of Government pour des dirigeants étrangers, et puis la Georgetown University. Alors, Madame Maia Sandu, donc, la Moldave, s'est retrouvée là-dedans et elle est devenue finalement la collègue. Elle partage le statut d'ancien étudiant de cette School of Government de ce premier président de la République mexicaine, Miguel de la Madrid, qui a d'un seul coup complètement changé la politique au Mexique. Il a fait adopter au Mexique des politiques libérales. Il paraît-il que c'était beaucoup mieux. Ça s'est traduit, entre autres choses, par, certes, un développement de la production, etc., mais ça s'est aussi traduit par une augmentation vertigineuse de la pauvreté. Il y a eu par ailleurs un tremblement de terre qui a été très mal géré. Enfin, ça, son mandat de 6 ans, puisque le mandat est de 6 ans, s'est terminé de façon assez catastrophique pour lui, pour les idées libérales. Il y avait donc une nouvelle élection qui allait avoir lieu. Cette nouvelle élection, il y avait le candidat officiel qui était M. Carlos Salinas de Gortari, qui se trouvait être, lui aussi, un ancien de la Kennedy School of Government. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est arrivé dans la foulée avec le même parti que Miguel de la Madrid. Bon. Donc, a priori, il était très très mal parti et miraculeusement, il a été élu. Mais il a été élu dans des conditions absolument incroyables.
Ça vaut le coup de le rappeler parce que Mme Maya Sandu se retrouve un petit peu dans la même situation aujourd'hui entre collègues de la Kennedy School of Government. Comment est-ce qu'il a été élu? En 1988, Carlos Salinas de Gortari. Je n'invente rien. Allez voir sa notice Wikipédia, par exemple. Vous me permettrez de la citer directement devant vous. Élu avec un programme de privatisation des industries du secteur public, son élection est controversée car le système informatique de la commission électorale tomba en panne lors de la compilation des résultats, alors que son adversaire de gauche, Cuauhtémoc Cárdenas, tenait une confortable avance tant dans les sondages préélectoraux que sortis des urnes. Lorsque le système informatique est relancé, Salinas de Gortari se retrouve propulsé en tête et est élu. Le Congrès de l'Union, où son parti, le PRI, détenait 3/4 des sièges, l'Assemblée nationale en fait, le Parti révolutionnaire institutionnel, décida toutefois de ne pas faire d'enquête. Le recomptage des bulletins demandé par l'opposition se révéla impossible, car un incendie officiellement accidentel survint dans le sous-sol du Congrès, où les bulletins avaient été stockés. Voilà comment a été élu le deuxième président mexicain issu de la Kennedy School of Government, là où Mme Maya Sandu, la présidente de Moldavie, a été formée. Alors qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a été élu, ce monsieur de Gortari, pendant 6 ans? Eh bien, il a fait exactement ce que souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire privatisation à tout va de l'économie mexicaine, signature de l'accord ALENA, c'est-à-dire un accord de libre-échange entre le Mexique, c'est l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique, et également, alors c'était un petit peu moins prévu au programme officiellement, mais également des liens plus que troubles avec les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'on a vu se développer sous la présidence de Salinas de Gortari un nombre considérable de narcotrafiquants. D'ailleurs, là, par des raisons légales, le trafic de drogue, la culture de la drogue a quasiment été légalisée au Mexique. Voilà ce qui était donc un collègue de la School of Government de Mme Maya Sandu. Et puis ça n'est pas tout, parce qu'il y a un troisième président du Mexique qui est issu de la Kennedy School of Government. Vous voyez, c'est comme l'ENA en France, quoi. C'est-à-dire il faut avoir évidemment tous les médias mexicains qui sont financés par l'oligarchie, comme chez nous, hein, c'est exactement la même chose. Il faut être passé par la School of Government. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et donc le dernier en date de cette liste, c'est le président Felipe Calderón de 2006 à 2012, et qui a été président du Mexique, élu en 2006 et étant formé par la Kennedy School of Government Harvard aux États-Unis. Alors l'élection de Felipe Calderón a été émaillée d'un certain nombre de fraudes absolument considérables, comme son prédécesseur d'ailleurs, issu de la School of Government. Il a mis en œuvre un programme d'ultra-libéralisme aussi. Enfin, il a poursuivi le programme de libéralisation de l'économie, c'est-à-dire en fait de privatisation, de brader le patrimoine public des Mexicains, qui tenaient quand même comme la prunelle de leurs yeux depuis Zapata. Et donc c'est en fait la deuxième mort de Zapata qui s'est produite, et donc de se soumettre ainsi aux puissances d'argent, et notamment aux États-Unis d'Amérique. Donc lui, il a comme bilan, un bilan assez extraordinaire, qui va d'ailleurs vous rappeler un certain nombre de choses qui nous concernent, c'est que M. Felipe Calderón, pendant les 6 ans où il a été président de la République mexicaine, figurez-vous, vous savez ce qu'il a fait? Il a augmenté la dette publique du Mexique de plus 90%. Il a quasiment doublé la dette publique. Ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle évidemment ce que fait Macron. Ce sont des politiques déterminées pour en fait mettre pieds et poings liés les États dans la main des créanciers, c'est-à-dire de l'oligarchie qui, par l'intermédiaire des médias, ont catapulté ces gens au pouvoir. Accessoirement d'ailleurs, le taux de pauvreté au Mexique a bondi. Il est passé, je crois qu'il y avait 42 ou 43% des Mexicains qui étaient sous le seuil de pauvreté. En 6 ans, ils sont passés à 46 ou 47%. Autant dire que le bilan a été absolument calamiteux. Dernier point, deux autres points, c'est qu'il avait lancé une politique contre les narcotrafiquants, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il avait des liens avec des narcotrafiquants, et puis c'est également illustré pour avoir été un des premiers chefs d'État à utiliser le logiciel espion Pegasus de fabrication israélienne. Il l'a utilisé contre ses opposants. Bravo, les belles mentalités de ce que l'on apprend à la Kennedy School of Government. Voilà pour ce qui concerne le Mexique, mais il y a d'autres cas. Il y a par exemple la Colombie. Eh bien, pour la Colombie, il y a un président qui avait été récemment président de la Colombie de 2002 à 2010, Álvaro Uribe, qui était arrivé dans les bagages en fait de l'oncle Sam. Il a mené une politique d'alignement complet de la Colombie sur la politique étrangère des États-Unis, au point qu'il était d'ailleurs président de la Colombie, Uribe, au moment où il y avait Hugo Chavez, président du Venezuela. L'animosité entre les deux hommes était totale, donc la Colombie s'est distinguée par rapport à un certain nombre de pays latino-américains qui étaient plutôt favorables à Chavez, au chavisme. C'était la tradition latino-américaine classique. Eh bien, lui, Álvaro Uribe,
a lui promu un alignement absolument complet sur les États-Unis, notamment sur les guerres lancées par les États-Unis au Moyen-Orient, dans la foulée des attentats du 11 septembre. La Colombie a tout approuvé, le projet pour le nouveau New Century, le nouveau projet pour un nouveau millénaire des États-Unis, etc., etc., etc. Il a lancé une guerre contre les narcotrafiquants, paraît-il, mais en réalité, on a découvert, c'est un petit peu comme au Mexique, on a découvert, et ça a été un énorme scandale, qu'il avait partie liée avec Pablo Escobar et la mafia des narcotrafiquants colombiens. Enfin, je rigole, ça n'a rien de rigolo en fait, c'est plutôt tragique. Alors changeons encore de pays, le Canada par exemple. Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel Justin Trudeau, a été Premier ministre du Canada, vous le savez certainement, il est décédé désormais, mais il a été un ancien de la Kennedy School of Government. Et d'ailleurs, lorsqu'il est devenu Premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau s'est fait, entre autres choses, une spécialité de moderniser toute une série de législations canadiennes pour les mettre au diapason des valeurs nord-américaines, mais également il s'est fait une espèce de devoir de tout faire pour affaiblir et détruire le mouvement indépendantiste québécois. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas, dans la mentalité de ces gens-là, il faut surtout pas envisager que le Québec puisse devenir un État indépendant francophone important en Amérique du Nord. Donc tout a été fait contre René Lévesque et contre les leaders du Parti québécois. Alors ça, c'est Pierre Elliott Trudeau au Canada, donc également diplômé de la School of Government. On peut changer de continent. Au Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente du Libéria. Ben, c'est une ancienne de la School of Government. À chaque fois, d'ailleurs, il y a la même orchestration médiatique en faveur de ce candidat. Ça a été le cas au Libéria. Il y a eu tout un narratif. La première fois qu'une femme, depuis une impératrice, la femme du Négus dans les années 30, une première fois qu'une femme arriverait au pouvoir en Afrique, qui plus est à la sortie d'une élection présidentielle. Madame Sirleaf, les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, c'était Madame Hillary Clinton, dont elle était une intime, pour favoriser son élection et sa réélection. Rien n'a été ménagé. George W. Bush l'a décorée de la médaille de la liberté ou je ne sais pas quoi. Elle a même été honorée de recevoir le prix Nobel de la paix par le comité Nobel d'Oslo. Je vous renvoie ici à ma conférence sur les influences américaines dans les institutions internationales et cette rigolade, en fait, triste, qu'est le prix Nobel de la paix, qui consiste dans 5 cas sur 6 à, en fait, promouvoir des agents d'influence américains à travers le monde. Donc, Madame Sirleaf a justement bénéficié du prix Nobel de la paix parce qu'elle avait rétabli un peu d'ordre après la présidence précédente de Charles Taylor, qui avait été très criminelle, mais qu'elle avait elle-même soutenue, d'ailleurs. Bon. Il a fallu jeter un voile pudique sur ces questions. Voilà, Madame Sirleaf, par ailleurs, a été noyée dans des scandales de corruption à n'en plus finir. Je l'ai pas dit, mais c'était également le cas des présidents mexicains dont je parlais tout à l'heure, à tel point d'ailleurs que Madame Sirleaf a vu son nom éclaboussé par le scandale des Paradise Papers. Voilà ce que sont, en fait, tous ces dirigeants qui sont passés par la Kennedy School of Government. J'imagine qu'on doit leur apprendre de ne pas être trop bégueules et de ne pas avoir froid aux yeux dans la gestion des affaires, dans l'accession au pouvoir et ensuite dans la gestion des affaires gouvernementales. Mais je pense aussi qu'ils sélectionnent par nature des personnes qui ont la réputation devant les puissants dans le sang. Voilà. Ils sélectionnent des gens dont ils savent que ce seront de parfaits exécutants pour les intérêts de l'oncle Sam. Il n'y a d'ailleurs pas uniquement des chefs d'État et de gouvernement. S'agissant de la France, nous avons nous aussi des personnes qui sont passées par la Kennedy School of Government. Pour l'instant, ils n'ont pas fait, ou elles n'ont pas fait d'étincelles. Je pense à 2 ministres. Brune Poirson qui avait été ministre sous-secrétaire d'État de la transition écologique auprès de Nicolas Hulot, Premier ministre. Et si j'ai bien compris, elle est partie assez vite parce qu'elle s'est rendue compte que les fonctions gouvernementales, ça n'était pas vraiment son goût. Et puis également Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin qui maintenant coule des jours heureux comme représentante de la France à l'OCDE, à Paris, au château de la Muette. Mais Amélie de Montchalin qui a d'ailleurs eu des postes gouvernementaux, vous vous le rappelez peut-être, c'était une des groupies d'Emmanuel Macron. Et je signale qu'elle avait été d'ailleurs secrétaire d'État aux Affaires européennes, Madame de Montchalin. Ça vous dire au passage que vous voyez quand même que pour devenir en France secrétaire d'État aux Affaires européennes, il faut quand même avoir un sacré pédigré, puisque elle était quand même passée par la Kennedy School of Government, et l'actuel secrétaire d'État, M. Benjamin Haddad, vous savez qu'il est très très proche des intérêts américains. Il a travaillé notamment pour l'Atlantic Council, le Concile Atlantique, etc. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, donc ce sont en fait des personnes qui sont très proches ou qui sont des relais d'influence américaine. Voilà. Et puis, je n'aurais pas terminé le tour de l'ensemble de ces
il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a encore un que je veux citer parmi les anciens de la Kennedy School of Government. Je pense que vous le connaissez tous. Je vais vous dire son nom, vous le reconnaîtrez. C'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, le président fondateur du Forum de Davos, celui qui a créé d'ailleurs ensuite le World Economic Forum, les Young World Leaders, etc., dont fait partie d'ailleurs Macron. Eh bien, il sort directement de la Kennedy School of Government. Donc vous voyez que c'est vraiment un organisme de sélection, de formation, de façonnage d'une élite d'un certain nombre d'un certain nombre de pays du monde qui doivent, en fait, sont des agents d'influence américains. Alors c'est par là qu'est passée Madame Maya Sandu. Donc à partir du moment où vous savez qu'elle est passée par là, l'affaire devient déjà très claire. D'ailleurs, regardez, Madame Maya Sandu, regardez cette photo qui est également tout à fait parlante. On la voit, elle a reçu plusieurs fois. Coucou, le revoilou, Alexander Soros, le fils de George Soros, avec lequel elle entretient des relations assez étroites, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron. D'ailleurs, le grand public en Moldavie comme en France, comme partout ailleurs, on se demande bien ce que le fils Soros vient dire à Madame Maya Sandu pendant des heures, que soit quand il la rencontre au World Economic Forum de Davos, soit quand il va la voir directement à Chisinau ou ailleurs, idem pour Macron. Une fois qu'on a dit tout ça, on comprend.